et là qu'on ait vraiment un virage à prendre entre, on continue à la hausse et on va retester les 65 000 $, qui sont en hebdomadaire le dernier point haut et on aimerait voir, tu vois, ici on a le chiffre d'inflation était vraiment important, cette semaine, vendredi dernier les chiffres de l'emploi étaient pas terribles. Le plus important, c'est que globalement, l'inflation est ressortie en baisse, effectivement, de manière, assez significative, en dessous des attentes. On voulait vraiment une excellente nouvelle, de l'inflation, elle a été bonne, mais, sur une partie qui intègre tout ce qui est volatile, donc, énergie, alimentation et tout ça. Ce qui fait que, C'est c'est un chiffre qui peut, tu vois? c'est quoi déjà la différence entre corps et l'inflation, «normale» entre guillemets? Bah, c'est principalement que dans le corps, tu retires des éléments volatiles, comme l'énergie. Tu vois? Et typiquement, le pétrole, il est à 65 $ actuellement, donc on a un pétrole qui est relativement bas, ce qui fait que mécaniquement, ça réduit forcément l'inflation, sur cette partie-là. Donc c'est entre guillemets, «la nouvelle un peu mitigée». Mais au final, le marché a l'air d'avoir gardé, en tête ce chiffre d'inflation, global qui est largement en baisse et ce qui devrait laisser, de la marge à la Fed pour baisser ses taux. Mais de manière, du coup, pas forcément hyper agressive, comme on avait l'espoir que ça le soit, tu vois? L'idée, c'était que, la Fed ait eu des bons résultats d'inflation pour se dire qu'elle va aller, réduire de 0,5 points les taux directeurs pour relancer drastiquement l'économie et lutter, un petit peu contre un marché de l'emploi qui baisse un peu, la tête, quoi. Et au final, on se rend compte que l'inflation est bonne, mais il y a quand même des choses qui sont pas encore réglées et c'est ce que montre le chiffre, corps, hein. Du coup, on devrait avoir 0,25, points de baisse, a priori, mercredi. Donc Parce que oui, malgré tout, les marchés réagissent positivement, hier. Après effectivement, comme tu l'as dit, une petite baisse, le temps de se chercher. On aura confirmation aujourd'hui, hein, parce que, souvent les marchés prennent le temps de digérer les news et en ce moment, c'est pas mal erratique, hein. On a d'un jour à l'autre, on a quand même pas mal de variations, hein. On le voit bien entre la semaine dernière et cette semaine. La semaine dernière, c'était la fin du monde vendredi et au final, dans le week-end, on règle tous les problèmes et lundi, on repart à la hausse. Donc faut voir comment tout ça est digéré, comment ça évolue. La grosse question maintenant, ça va être, est-ce qu'on reste sur une note positive jusqu'à mercredi? Heu et la décision de la Fed, même si, je pense que cette décision, elle est presque déjà, actée. En tout cas, le marché, considère, qu'on aura cette baisse de taux qui arrivera mercredi. C'est un marché, qui reste compliqué parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais ce chiffre d'inflation nous laisse quand même une petite note positive qu'on devra confirmer aujourd'hui, je l'espère. il y a aussi le risque, c'est ça, de rentrer en récession. Enfin, il y en a qui ont peur que les États-Unis rentrent en récession, s'il y a une baisse des taux un peu trop importante, également? L'inquiétude sur une grosse baisse de taux, ça serait genre, la Fed panique, tu vois? La Fed se rend compte qu'il y a un vrai problème sur l'économie et là, la Fed tape fort sur les taux pour, vraiment relancer rapidement l'économie et effectivement, c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment comment le marché va percevoir cette baisse de taux. Si la Fed le baisse de 0,5 alors qu'aujourd'hui on estimerait que 0,25 c'est correct par rapport à l'inflation, on pourrait se dire qu'il y a un vrai problème au niveau de l'économie et au niveau de l'emploi et que du coup la Fed veut taper fort au risque derrière qu'on reparte en inflation. Donc c'est ouais, c'est vraiment pas évident. Mais, aujourd'hui, le plus pragmatique, c'est de considérer que l'inflation est en baisse, certes par rapport à des éléments volatiles comme l'énergie et l'alimentation, mais que, on n'a pas complètement réglé le problème et que le plus pragmatique, c'est de baisser de manière modérée et tu vois, ce qui ferait sens, c'est de baisser 0,25 maintenant, 0,25 à la prochaine et 0,25 encore après. Ce qui laisserait le temps, en fait, d'analyser un petit peu tous les chiffres et de voir, comment les choses évoluent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure situation qu'on puisse voir, quoi. Et toi, tu Donc, surveilles quels dans tous indicateurs? les cas, la note est positive. Le marché a bien réagi, après, une, 1re réaction négative. Donc à l'écran, vous devez avoir le chart normalement de Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est en train de construire un plus bas ici, qui est plus haut que le précédent. Donc on cherche, à se retourner, hein, sur BTC. Ce n'est pas encore confirmé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a pu franchir la moyenne mobile à 7 jours et ensuite la retester dans la journée d'hier.
pour ensuite repartir, venir tester les résistances qui sont un petit peu plus haut, notamment cette moyenne mobile à 20 jours sur laquelle on bloque actuellement. Et donc, le challenge du Bitcoin, maintenant, c'est de franchir cette moyenne mobile 20 pour aller chercher la moyenne mobile 50 et les 60 000 $. À savoir qu'ici, il y a quand même pas mal de liquidités parce qu'on a beaucoup de positions short sur le marché et c'est probable, en cas de franchissement de la moyenne mobile 20, qu'on aille tout de suite rechercher la 50 et là, qu'on ait vraiment un virage à prendre entre, on continue à la hausse et on va retester les 65 000 $, 65 000 $ qui sont en hebdomadaire le dernier point haut et on aimerait voir, tu vois, ici on a un point bas, on a un point bas plus bas que le précédent. Ici, on a un point bas plus haut que le précédent. Et ce qu'on aimerait voir, c'est franchir ces 65 000 $ pour réaliser un point haut, plus haut que le précédent et essayer de construire un retournement. Donc si on arrive à franchir ces 65 213 $, on pourra considérer qu'on est bien orienté pour relancer le Bitcoin à la hausse. Donc, on a des signaux qui sont intéressants. On pourrait considérer que le point bas est fait à 49 000 $, mais ça n'est pas encore confirmé. Il faut tenir déjà ce point bas de 52 000 $, ne pas le refranchir à la baisse et bien sûr aller confirmer en franchissant en hebdomadaire les 65 000 $, mais en journalier, les 60 000 ici nous donneraient déjà un bon signal, qu'on est en train de construire quelque chose d'intéressant. Bon, la fenêtre de tir, elle est quand même relativement large, hein, parce qu'elle peut, heu, elle peut être reportée si jamais, l'économie américaine bascule dans une récession ou une stagflation. Et ces risques-là sont principalement liés au marché de l'emploi. Si on voit que le marché de l'emploi continue à se dégrader malgré, une orientation plus positive de la politique monétaire, ça pourrait un peu, faire basculer le mindset dans le pessimisme. Donc les chiffres de l'emploi vont être certainement les chiffres les plus suivis dans les prochaines semaines. Ce qui est intéressant, parce qu'on attend quand même beaucoup des altcoins, hein, depuis, le cycle de 2021-2022 où on avait eu de très belles performances sur les alts. Alors je répète ce que j'ai dit déjà régulièrement, on a quand même un marché qui a pas mal évolué, dans le sens où on a beaucoup, 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 beaucoup d'alts maintenant. Donc on a des capitaux qui se répartissent beaucoup plus, horizontalement, ce qui fait que les alts ont plus de difficultés à performer. Alors pour suivre tout ça, hein, il y a toujours la dominance du BTC, forcément, et on voit que cette dominance, elle est actuellement en train de ranger un petit peu dans cette zone, jaune que j'ai nommée, 1er objectif de cycle. Il est clair qu'on est ici sur les, 57 à 58 sur un niveau qui est quand même pas mal pivot, pour la dominance du Bitcoin. Heu, c'est également, me semble-t-il, pas très loin du retracement de 50. Ouais, on est au-dessus, de tout ce range-là de la dominance du Bitcoin. La question qui se posait, il y a 1 an, 2 ans, c'était, pour ce nouveau cycle, là, au moment où on était en dessous là des 48 c'était: «Est-ce que le BTC va atteindre ce niveau-là, retracer à partir de là ou au contraire aller plus loin?» Moi, je vois mal quand même un Bitcoin aller à 72 de dominance sur ce cycle. Donc j'ai tendance à dire que par ici, on devrait quand même trouver une résistance qui rendrait l'arbitrage, vers les alts relativement, intéressant. Nous Est-ce verrons qu'on dans les aura prochaines un semaines, prochains mois, je pense. est-ce qu'on aura un prochain bull run? C'est ça la question aussi. Est-ce que c'est pas fini, ces histoires de bull run? Et je vois que Redbuy, il met les élections aussi. Bon, je suis pas certain que les élections ou que le débat entre Trump et Kamala Harris ait vraiment influencé le marché. Parce que Kamala Harris aurait été donnée gagnante du débat. Est-ce que ça a vraiment influencé le marché puisqu'elle prévoit de taxer, enfin, prévoit, en tout cas dans son discours, de ce qui en ressort, c'est qu'elle prévoirait de taxer davantage les entreprises et notamment tout ce qui est autour des gains en crypto-monnaie, des gains en actions, en bourse, et cetera. Est-ce que de là à faire bouger le marché, je suis pas certain. Je sais pas ce que tu en penses, Coban, mais Après, je suis pas trop pro taxe, donc mais c'est on peut pas envisager, de taxer les profits non réalisés, enfin, de mon point de vue et clairement, je vois pas comment elle pourrait, être élue en maintenant, cette volonté. Enfin, il y a ça énormément n'a aucun de sens. d'Américains qui ont des actions, qui ont des placements boursiers, et qui capitalisent là-dessus pour leur retraite. Heu, ça me paraît,
Ça me paraît compliqué. Bah, tu tu taxes Elon Musk sur ses profits non réalisés, bah, il fait comment pour payer? Mais bon, c'est-à-dire que ouais, bah, ça serait quand même, enfin ouais, j'ai du mal à imaginer quand même que ce soit possible de mettre ça en place. Ça me semble quand même bizarre. Et donc ils vendraient des Ouais, actions. Et donc parce que si tu taxes tes profits non réalisés, ça veut dire que tu défiscalises les pertes latentes aussi, alors dans ce cas-là. Donc tous ceux qui perdent de l'argent en bourse payent plus d'impôts. autre chose que j'ai remarqué cette semaine dans l'analyse Bitcoin pour Cryptos, c'est que les périodes de sell-off des ETF ont moins d'impact sur le cours du Bitcoin. Donc, c'est quelque chose aussi d'intéressant à voir que on est moins en fait dépendant de cet outil institutionnel dans les variations des prix, quoi. Donc, c'est un autre truc qui est intéressant à noter également. Après, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que les réserves de Bitcoin dans les exchanges, d'après CryptoQuant, ont jamais été aussi bas depuis très longtemps. Il n'y a jamais eu aussi peu de BTC sur les exchanges, qui est plutôt un signe positif, hein. Ça veut dire que les gens ont tendance à, à retirer des exchanges pour hold. Donc c'est plutôt bullish sur le long terme. Quand vous avez des gros dépôts de Bitcoin sur des exchanges, souvent, c'est là, ça peut potentiellement dire qu'il va y avoir des ventes et donc que le prix du Bitcoin va chuter. Maintenant, est-ce que ces retraits de Bitcoin des plateformes d'échange l'ont été pour aller les stocker dans des ETF? C'est possible. Mais là, j'ai pas trouvé de données là-dessus qui pour étayer tout ça. Ouais, c'est vrai que ça concorde en plus pile poil avec la date de début des ETF, la baisse significative là. Parce que c'était le 10 janvier. Et du coup, c'est vrai que ça baisse depuis janvier 2024 en fait, mais de manière très significative. Ouais, on a connu effectivement un petit pic Fatak et puis depuis fin janvier, ouais, ça ne fait quasiment que baisser. Et vous voyez, quand même, c'est quand même, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Bon, c'est corrélé jusqu'à un moment, mais vous voyez avec la chute, hop, cette baisse. Bon, après, on dirait ici, il y a une grosse chute du prix, et grosse chute des BTC sur les exchanges. Bon, après, c'est des dates, c'est des données, donc est-ce que aussi ceux qui font du trading, les professionnels ou autres, essayent pas de manipuler un petit peu ces données-là pour influencer des traders ou autres? C'est possible, hein. C'est également possible qu'ils le fassent. Là, Et c'est bon. Ethereum, on a ici un très, très gros niveau autour des 2 100 $. C'était le niveau de sortie en fait du bear market. Ethereum avait été un des seuls actifs qui avait réussi en bear market à faire des creux plus hauts euh, alignés à la hausse, hein. Et on avait formé un triangle ascendant ici qu'on avait réussi à break et la zone de sortie c'était les 2 100 $. Et on est venu retester cette zone 2 fois. Donc là on est vraiment sur des niveaux charnières, hein. Repasser sous les 2 100 $ pour Ethereum, ça serait pas très très joli dans la construction. Ce serait pas dramatique non plus, hein, parce que c'est pas la fin d'Ethereum si on repasse sous 2000 $. Mais c'est vrai que si on veut conserver une idée relativement bullish pour Ethereum, conserver ces 2107 $ qui représentent le 0,618 de toute la hausse, ça serait vraiment intéressant. Mais pour ça, il faudrait break ici les 2800 $ qui sont maintenant à un très très gros niveau. Si vous regardez Ishimoku, vous verrez qu'il y a un nuage avec un gros plat ici sur les 2800 $ qui sont quand même assez significatifs. Donc, il va falloir break à la hausse ces 2800 $ pour repartir sur un marché haussier sur Ethereum. Mais ces 2100 $ sont vraiment, vraiment clés. Voilà, il ne faudra pas les franchir à la baisse au risque de revenir latéraliser entre 2000 et 1500 $ ou 2000 et un peu en dessous des 1500 $. Mais bon, Ethereum est en difficulté, mais voilà, c'est un des Ouais. plus gros projets de l'industrie. Donc, est-ce que c'est un bon point pour investir? Chacun en conclura ce qu'il entend. Voilà, sur Ethereum, il y a pas mal de problématiques soulevées ces dernières semaines, hein. Donc là, on avait publié un article le 6 septembre sur les frais d'Ethereum qui étaient au plus bas, des transactions à 50 dollars, 50 centimes, pardon, de dollars. Donc c'est du quasi jamais vu. Pour quelles raisons? Voilà, vous voyez un peu l'évolution des frais au fur et à mesure. Ces frais n'arrêtent pas de chuter, bon, avec quelques petits pics de temps en temps quand il y a un projet, un mine de NFT, un airdrop à claim, ce genre de choses-là.
Mais en gros, on n'est jamais arrivé à des montants aussi faibles pour faire vos transactions. D'ailleurs, je vous conseille, hein, si jamais vous avez des fonds sur Ethereum, si jamais vous voulez vendre des cryptos, des petites cryptos, je sais pas, vous avez pour 10, 20 dollars de crypto, bah, je pense que c'est le bon moment de les vendre, vu le peu de frais que vous allez avoir pour faire un swap sur Uniswap ou autre. Ou alors, si vous voulez tester des protocoles qui n'ont pas encore lancé de token, fait d'airdrop, tester Eigenlayer, Symbiotic, ce genre de choses-là, je pense que c'est aussi plutôt un bon moment pour vous y mettre. Et donc, pourquoi est-ce que ces frais-là, enfin le fait d'avoir des frais faibles est problématique pour Ethereum? Pour plusieurs raisons, puisque déjà ça a fait qu'Ethereum est repassé inflationniste, du coup. Donc si on regarde sur Ultrasound Money, le site Ultrasound Money, parce que c'était un peu une des narratives aussi que Ether allait être déflationniste. Sauf qu'on se rend compte que Ethereum n'est plus déflationniste depuis un bon moment maintenant. Ethereum est repassé inflationniste depuis, si on se met depuis le merge en fait, là depuis à peu près, depuis à peu près avril, Ethereum est repassé inflationniste. C'est-à-dire qu'il y a plus d'Ethers qui sont créés que d'Ethers qui sont brûlés. Et donc en avril, il y a eu une mise à jour là-dessus du réseau Ethereum pour créer un espace supplémentaire rattaché au bloc qui permette justement, enfin qui est dédié que au stockage de ces transactions-là. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a permis de faire baisser énormément les frais de transaction sur les Layer 2 déjà, premièrement. Les frais ont baissé en moyenne de 99% sur la quasi-totalité des Layer 2. Donc ça, c'est une chose très intéressante pour les utilisateurs. Euh, mais vu que les frais de transaction ont baissé de 99%, puisque les frais que les Layer 2 payaient à Ethereum pour inscrire leurs transactions sur les Layer ont baissé, et ben du coup, Ethereum, juste avec entre guillemets, l'activité on-chain actuellement sur pendant un bear market, je mets entre guillemets un bear market, en tout cas un marché plutôt morose et baissier, et ben ne suffit pas à rendre Ethereum déflationniste. Et je vois Redbuy qui met, voyez-vous Solana remplacer Ethereum? Non. Non, je pense pas que Solana remplace Ethereum. Pour moi, on est sur deux communautés qui sont quand même assez, entre guillemets, différentes, deux philosophies assez différentes. Je vois mal Solana remplacer Ethereum. Je pense que c'est plutôt complémentaire. Après, Solana, justement, on en parlait la semaine dernière, et Maître Zan a publié un article, je crois, hier sur Cryptos pour parler de ce sujet-là. C'est Solana est en train de réfléchir à la mise en place potentielle de Layer 2. Alors eux, ce qu'ils appellent Extension Network, puisque justement, ils veulent pas, entre guillemets, reproduire l'erreur qu'a pu faire Ethereum, qui est que les Layer 2, entre guillemets, sont en compétition contre Ethereum, alors que là, eux, ils précisent que les Extensions Network de Solana vont pas être en compétition, mais vont apporter quelque chose en plus, voilà, à Solana. Donc, comme on le disait la semaine dernière, hein, c'est certainement parce qu'il y a des entreprises qui ont des besoins particuliers de certains projets qui ont des besoins techniques sur des transactions sans frais de gaz, des protections anti-MEV. Donc, c'est ces validateurs qui peuvent réorganiser un peu les transactions dans les blocs pour profiter de petites différences pour aller, entre guillemets, gagner de l'argent sur le dos de ceux qui font des transactions. Plein de petits trucs techniques là-dessus sur lesquels Solana ne peut pas, le réseau principal en tant que blockchain ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Donc ils s'appuieraient sur ces extensions, sur ces network extensions, pardon. En tout cas, il y a déjà a priori un layer 2 sur Solana, enfin un extension network sur Solana qui se lancerait. Et donc ce s'appellerait Soon, et donc backé par certaines personnes de chez Solana, de la fondation de Solana Labs. Donc a priori, la fondation Solana est plutôt intéressée, est plutôt pour cela. Il y a beaucoup de FUD entre guillemets sur Ethereum, beaucoup de critiques, mais ça n'empêche pas le volume des stablecoins d'exploser sur Ethereum, hein. 1460 milliards. Donc ça peut revenir un peu sur ce qu'on disait, c'est que, ok, jamais BlackRock, par exemple,
n'ira déposer de l'argent, déposer des fonds, déposer des Ethers, les mettre chez Ondo, enfin, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais les mettre sur AAV ou sur Uniswap, sur Base, quoi. Eux, ils s'en foutent de payer, même si les frais réaugmentent, ils s'en foutent de payer leurs transactions 20 ou 30 $. S'ils déplacent des dizaines, centaines de millions, ça restera toujours bien moins cher que dans le monde traditionnel. Et avec l'explosion potentielle du secteur des real world assets, et bah du coup, ça pourrait redonner un peu un second souffle à Ethereum là-dessus. Bah, la supply des stablecoins est en train de continue à augmenter, hein, depuis quelques mois. Donc, il y a de l'argent qui rentre dans le marché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, je regardais un petit peu les autres actualités qui étaient intéressantes à traiter. Marius avait fait un pair à pair notamment avec Agelex, qui est une personne qui est au Salvador, qui vit au Salvador et qui essaye de développer un peu la présence de Bitcoin là-bas et qui travaille en collaboration avec le gouvernement. Et donc, bah, le président du Salvador, donc Nayib Bukele, faisait un peu un bilan bah, depuis la loi Bitcoin, donc l'adoption du Bitcoin, qu'est-ce que ça avait donné au Salvador. Donc, hormis le fait que ça a été un investissement plutôt lucratif pour le moment, il y a eu pas mal de choses. Bon, l'adoption est quand même plutôt assez décevante pour le moment. C'est-à-dire que la majorité des gens ont récupéré, parce qu'il y avait une sorte d'airdrop en Bitcoin au moment du lancement. Je crois que chaque citoyen pouvait récupérer quelques dizaines de dollars en Bitcoin. Donc une bonne partie de la population, enfin une partie de la population l'a fait. Mais a priori, aurait revendu quand même assez rapidement leur Bitcoin contre du dollar. Cependant, il y a quand même de grosses choses qui sont mises en place pour essayer d'augmenter cette adoption-là. Donc là où il y en avait fait un article, c'était 12% des Salvadoriens qui détenaient entre guillemets du Bitcoin ou qui l'utilisaient. Mais en tout cas, il fait un pari, bon c'est un pari évidemment, mais en tout cas, il met le paquet sur tout ce qui est éducation de la jeunesse au Salvador sur Bitcoin. Donc en fait, il parie que les prochaines générations, ce seront elles qui utiliseront Bitcoin, ce qui est plutôt à mon sens vrai. Et donc là, il a même intégré des cours dans Bitcoin dans la formation de fonctionnaires. Il y a des élèves d'écoles primaires qui sont formés, etc. Euh, et ça pourrait bien être, je pense, hein, s'il arrive à former la prochaine génération, la future génération sur les prochaines technologies, ou ce qui sera utilisé en tout cas dans le futur pour comprendre le fonctionnement, euh, comprendre comment est-ce qu'on peut développer des choses dessus. Ça pourrait être bien un pari extrêmement intéressant qui permettrait de développer le Salvador d'une manière jamais vue. Donc je vous invite à écouter franchement le space de Marius qui fait des spaces tous les mardis sur Twitter, appelé pair à pair sur Bitcoin, sur l'adoption au Salvador avec Agelex, donc une personne qui est sur le terrain. C'est vachement intéressant. Donc je pense qu'il y avait eu déjà des bons signaux de personnes politiques, hein, au Venezuela qui s'exprimaient en faveur du Bitcoin et notamment sur le fait que ça avait permis à certaines personnes de de conserver leur capital par rapport à l'inflation colossale qu'ils ont eue. Donc, je mettrais un petit billet sur le Venezuela comme le prochain pays qui va vraiment se lancer à fond dans les cryptos. Peut-être, j'hésite entre l'Argentine et le Venezuela, mais je mettrais quand même le Venezuela plus en favori des prochains qui pourraient essayer de développer une économie centrée autour des cryptos. Mm. Ouais, après le Venezuela, comme on le mettait dans l'article, il y a eu quand même des initiatives passées, bon, qui sont plutôt pas très bien terminées, hein. Il avait lancé le Petro, auquel il adossait une crypto adossée au dollar, qui a été un échec. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se sont pas super bien passées au Venezuela. Ouais, Donc mais à voir si c'est pas. mmh. C'est si- difficile, hein, ce que fait le Salvador, c'est difficile, hein, vraiment, hein. Et on voit que c'est pas à 100 acquis le fait qu'ils arrivent à construire leur économie autour du Bitcoin. Mais si, effectivement ils forment la jeunesse, pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies de manière générale, peut-être que demain, on aura
un pôle de développement et d'intelligence autour des cryptos très intéressante au Salvador, quoi. Et ça pourrait leur permettre de rebondir d'un point de vue économique et technologique et réussir à driver le pays vers les années à venir, quoi. C'est vrai que c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'on a sinon comme autre, petites dernières actualités? Ouais, je voulais parler de ça avec toi, Coban, pour avoir un petit peu ton avis. C'était, bah, Polymarket, donc qui est, une plateforme de paris prédictifs, de marché prédictifs. On en a déjà parlé, ici. Hem, Va arriver, hem, donc en fait est en train de lever des fonds a priori, de ce que j'avais vu, de ce que j'ai vu passer et sur des valorisations qui sont à plus d'1 milliard, 1,5 milliard et et en fait, pas mal de gens se posent la question sur qu'est-ce qui va arriver à Polymarket après les élections? Parce que la majorité du volume, qui est fait sur Polymarket est quand même lié aux élections présidentielles. Hem, donc heu donc pas mal s'interrogent sur comment est-ce que Polymarket va réussir à se «relever» entre guillemets après les élections américaines. Est-ce qu'ils vont réussir à switcher vers d'autres choses que de la politique? Ce serait intéressant de voir ce qui va se passer, en tout cas. Mais la valorisation est quand même assez importante, hein. C'est clair que c'est une belle valorisation, surtout que j'ai vu qu'il y avait quand même des débats autour de Polymarket, actuellement, c'est pas mal remis en question, notamment pour la partie électorale, hein, moi je trouve que la proposition de valeur de Polymarket, elle est intéressante. Le fait qu'on puisse, voir les évolutions, en direct entre guillemets «sondages», c'est plutôt, intéressant. En fonction des débats comme celui qu'il y a eu hier, on a vu tout de suite un réajustement en faveur de Kamala Harris, notamment et on voit un petit peu du coup, comment les gens ont apprécié, la performance ou même au moment où, il y a eu la tentative d'assassinat de Trump, voir un petit peu comment les choses ont évolué en sa faveur ou en sa défaveur. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression quand même que ça reste relativement limité à ce genre d'événement. On reparle souvent de Polymarket ou d'autres plateformes de ce genre au moment des élections américaines et au moment de grosses compétitions, de football ou autres et je trouve que, je vois mal comment on pourrait avoir une vraie grosse adoption, pour des sujets qui soient plus larges que ça. Mais après, il faut regarder, d'un point de vue market cap, hein, 2 000 de capitalisation, je pense que ça correspond à un top 100 crypto ou un top 200 crypto, comme ça. Donc pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais on parle de valorisation de la structure, hein, on parle pas du token, je pense. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. On parle de la valorisation de la structure, sachant qu'a priori, donc de ce qu'il mettait dans son tweet, c'est qu'ils font à peu près 100 millions de revenus, par an là, actuellement. En tout cas en projeté a priori. Ce qui est quand même pas mal. Donc eux, ils font leurs revenus, c'est souvent au niveau du spread, hein. C'est-à-dire que si jamais tu veux acheter, en fait, tu paries à, 0,50 et quand tu revends à 0,49 et eux, ils se prennent la marge entre ça. Ouais, comme un exchange. Donc c'est, comme un exchange, exactement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. OK et dernier petit truc, avant que la team Cyborg nous rejoigne, c'était sur Eigenlayer. Heu, Eigenlayer qui a mis en place pour son airdrop un petit truc assez sympa, que je vous conseille d'aller regarder. C'est que, en fait, vous avez la possibilité si jamais vous avez fait du contenu sur Eigenlayer, sur ces différentes plateformes, Twitter, des podcasts, Discord, Mirror, des analystes qui ont fait des trades sur Twitter ou autre et ben, ils vont dédier une partie des tokens, et ils vont vous les reward. Voilà, donc comment est-ce que ça va se passer? Je crois qu'il faut aller sur Verify, Eigen Foundation, si je dis pas de bêtises. Connecter votre compte Twitter ou autre chose, Farcaster, Discord, GitHub pour les développeurs et cetera et une fois qu'ils auront vérifié que, que vous avez bien fait du contenu sur Eigenlayer, alors comment est-ce qu'ils vont vérifier ça? Ça je sais pas trop, j'ai pas regardé s'ils le précisaient en termes de s'ils vont scraper ou pas pour savoir ça. Mais en tout cas, si vous avez fait du contenu, je vous conseille de vous connecter, de vérifier vos comptes sur les réseaux sociaux et pourquoi pas avoir une belle surprise, dans les prochains jours. Je crois que c'est le 17, quelque chose comme ça, l'airdrop, le 17 ou le 18 et puis Ouais, après, 17, ouais.
Donc regardez ça pour ceux qui font du contenu sur les réseaux sociaux ou autres. Est-ce que toi tu avais un sujet que tu voulais voir, Koban? On peut parler gaming. Je sais qu'il y a de temps en temps, on a des gens dans le chat qui aiment bien le gaming. Il y a un jeu actuellement qui devrait démarrer sa deuxième phase de test qui s'appelle Raven Quest, qui est pas mal plébiscité et qui a eu de bons résultats sa première semaine de test. Donc c'est un genre d'Ultima Online pour ceux qui connaissaient, hein. C'est un jeu qui existait dans les années 80, fin des années 90. Un RPG en vue de dessus, un peu pixelisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la semaine là de test, sur Twitch, il y a eu quand même 700 000 viewers uniques. Donc il y a 700 000 personnes qui sont passées sur les streams. On a eu 778 personnes qui ont streamé le jeu. Donc c'est quand même pas mal aussi. Et c'est en termes de jeu Web3, c'est un des jeux qui, à ma connaissance, a d'aussi bonnes statistiques en termes de vues, mais aussi en termes de stream. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer sur Raven Quest. Donc voilà, à surveiller. Ça redémarre le 20 septembre. Donc pour les gens qui aiment les RPG, un peu old school, il y a quelque chose à faire. Donc c'est aussi une période de play to airdrop, hein, donc voilà. Et j'ai oublié, il y a une vente de land le 14 septembre, donc dans 2 jours. Voilà, j'ai un peu fait le tour. En termes de gaming, il y a beaucoup de choses, hein, qui sont en train de se jouer. Mais l'écosystème Ronin est très actif, comme je disais tout à l'heure. Il y a quelques play to airdrop qui arrivent, donc voilà. Si vous êtes intéressé par le gaming, regardez tout ça, ça peut être vraiment pas mal.